Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour suivre cette émission qui me donne l'immense plaisir de recevoir Elsa Rullière qui va nous parler d'un, d'un organisme qu'elle a fondé, cofondé, elle va nous l'expliquer, pour soutenir les personnes en difficulté, on va dire, administrative. Elsa, c'est le petit coco qui nous a permis de nous réunir, alors que nous sommes originaires du même département quand même. On ne se connaissait pas avant. Mais quel bonheur de faire ta rencontre, toi qui es une vraie militante, une vraie guerrière. Je suis tellement heureuse de te connaître et de te recevoir aujourd'hui pour toute l'équipe de Police pour la vérité et faire partager cette affection que j'ai pour toi avec toutes les personnes qui suivront cette émission. Merci à toi d'être là, Elsa. Merci Cathy, merci à toi pour ce que tu fais aussi et pour ce que tu donnes et pour ce que tu permets de découvrir au plus large possible des gens et éveiller ces consciences. C'est vrai qu'on ne se serait pas rencontrés autrement que grâce, on peut le dire, grâce à cette période de crise interminable. C'est ça. Eh bien, nous sommes avec beaucoup d'autres, hein, des petites lumières dans cette obscurité et nous sommes de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est parfait. Alors, Elsa, nous partageons aussi quelque chose hein, avec la grande famille de Cécile Maïchak de Dozumani. Hein. Nous sommes toutes les deux marraines d'une filleule et donc je vais te laisser présenter eh bien, cette union que tu as avec ta filleule Roseline. Avec Roselyne, c'est très particulier, on est très très complices. D'abord parce qu'on a le même caractère. C'est une battante aussi, c'est une guerrière de lumière, c'est une grande dame du prendre soin. Encore aujourd'hui, elle pense trop peu assez à elle. Et d'ailleurs, je peux que dire merci à Cécile d'avoir permis cette rencontre qui n'était pas du tout attendue pour ma part. Un jour, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est Cécile, enfin bref, il est venu la possibilité de parrainer et elle a créé la grande famille. Je ne me suis pas posé de questions, très occupée par tous les dossiers que je gère depuis quelques années. Et je ne sais plus comment c'est venu, mais je crois que c'est elle qui m'a demandé si ça m'intéressait d'être marraine et j'ai bien sûr dit oui. J'ai demandé à ce que ce soit un enfant ou une soignante ou un soignant parce que je reste sur le combat pour les droits, libertés et pour la santé et pour le droit au choix des soignants depuis 2020-2021. Et puis, il m'a été attribué Rose. Et j'ai été attribuée à Rose. Et ça ça a été tout de suite très fluide, c'était rigolo. Au début, c'était timide, c'est moi qui l'ai appelée les premières fois. C'était vraiment... Et puis après, elle ose jamais être intrusive, mais quand il y a un problème, on s'appelle. Quand il y a une bonne nouvelle, on s'appelle. On sait aussi se laisser de l'intimité ou du temps quand les périodes sont plus ou moins compliquées. Voilà, moi j'essaye de lui faciliter la tâche à ma hauteur et c'est surtout dans l'administratif que je peux faire quelque chose puisqu'on habite à 1h30, 1h45 de route de l'une de l'autre. Elle est sur Dessines-et-Charpieu et moi dans la Drôme. J'y suis déjà allée 2 fois, plus on s'est rencontrés à Castres, mais ça a toujours un coût. C'est aussi des périodes où c'est fatigant pour elle, même si elle est ravie que je sois là. Une journée avec moi, c'est une journée où on rentabilise à essayer de régler des choses, de réguler un peu sa santé. Voilà, j'espère que la prochaine fois que j'irai, ce sera pour moins régler de l'administratif et plus lui faire des soins, passer du temps, prendre l'air. À chaque fois que j'y vais, il pleut, donc on n'a même pas le temps de sortir toutes les deux. Mais voilà, non, c'est une super amitié, c'est même c'est une fratrie avec Rose. Une Ouais, sororité.
Ouais, mais c'est une fratrie dans le sens où c'est aussi devenu très familial, mais même avec son fils, son plus jeune, que je connais, puisque je connais pas ses 2 autres fils. Mais même si je les vois à distance, j'ai des photos, mais voilà, elle était venue une fois nous rejoindre au bord de la mer, quand elle a pu partir en vacances. Du coup, on avait passé aussi de belles périodes, manger une glace. Enfin voilà, on essaye aussi de passer d'un moment simple, d'ailleurs, c'est cette fois-ci où elle l'a publié, elle a voulu que je la fasse descendre les escaliers assise par terre, puisqu'elle voulait absolument descendre d'elle-même et pas qu'on la porte, son Mmh. fauteuil. Donc ça fait partie des vidéos qu'elle avait diffusées, l'année dernière où, bah, elle est prête à me faire n'importe quoi, en fait. Mmh. Il y a aucun souci, après, on fait que ce qu'on est capable de faire, ça c'est une chose, mais non, ouais, super. Ma Rose, c'est voilà, Rose, j'en ai des frissons, je l'aime très fort. Il y a beaucoup d'amour entre nous maintenant et il s'est créé vraiment un lien super fort. Mmh. Donc Rose était une soignante donc? Rose a eu ses effets indésirables, à l'époque où elle faisait des gardes SAMU, donc des D'accord. gardes de nuit pour des départs, de secours. Et Ouais. elle avait déjà eu, d'autres, effets indésirables au préalable, personne n'en avait tenu compte et elle a toujours été auxiliaire de vie. Mmh. Donc ça fait des années qu'elle ne fait que ça, qu'elle a cumulé même, beaucoup de travail pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, mais aussi faire le métier, à vocation qui est le Mmh. sien, c'est dans le prendre soin. Mmh. Eh ben, vous êtes un couple parrain marraine, marraine-filleule, magnifique et puis, bah, je vous souhaite de continuer sur cette belle lancée d'affection, d'amour et de partage, de solidarité. Voilà, c'est merveilleux, c'est une très belle histoire. Il y en a plein, des belles histoires qui malheureusement commencent avec ce choc de cette injection, Mmh. de cette manipulation, pandémique là, qui a bouleversé la vie de tant de personnes, hein, tant de personnes. Alors, eh bien, écoute, moi, je suis marraine, mais tu le sais déjà, D'Angélique. d'Angélique, qu'hélas, je n'ai encore jamais rencontrée puisqu'on habite à l'opposé hein, du territoire et que Angélique n'a pas pu venir bah, pour des raisons pareilles de santé hein, à Castres lors de l'université d'été rassemblante de septembre 2025. Angélique était aide-soignante aussi, animatrice dans un EHPAD, maman de 6 enfants à l'époque qu'elle élevait toute seule. Et elle a été contrainte, hein, parce qu'elle avait, comment dire, euh, comment on appelle ça, une situation de santé, des allergies ou enfin des choses comme ça là, qui ont alerté les personnes de la structure dans laquelle elle travaillait, infirmière et puis médecin, qui lui ont dit oh là là mais nous on te vaccine pas et qui l'ont invité à aller vers la médecine du travail qui là la personne lui a dit bah, c'est votre état de santé, on s'en fout en fait, hein, il faut vous faire vacciner. Voilà, donc elle l'a fait et elle a eu très rapidement des effets indésirables et malheureusement, elle a été obligée d'y aller au moins une deuxième fois, peut-être trois, je ne me rappelle plus exactement, et avec des effets toujours plus catastrophiques. Donc Angélique, eh bien, les personnes qui nous suivent régulièrement savent qu'elle avait une expertise dans le cadre judiciaire hein, pour faire reconnaître le lien entre son état de santé et l'injection. Expertise qui avait un certain coût et dont certains auditeurs de Police pour la vérité ont participé à sa cagnotte et je les remercie encore pour elle. Malheureusement, cette expertise s'est retournée contre elle où effectivement on lui a dit que tout ça c'était dû, tous les effets indésirables étaient dus au fait qu'elle fumait. Voilà, hein, donc c'est vraiment un coup de pied en touche très grossier et qui l'a beaucoup abîmé moralement. Et il m'est venu alors l'idée de la diriger vers toi et tes fameuses ressources, le pourquoi nous sommes là toutes les deux aujourd'hui, pour que tu nous présentes la CAPGED. Je ne dirai pas ce que c'est parce que je me mélange avec les sigles, mais toi, tu vas le faire. Et
tu protèges aujourd'hui, c'est toi qui assure, comment dire, l'accompagnement dans un nouveau dossier, un nouveau départ pour Angélique. Et donc, je vais te laisser présenter donc la CAPGED et expliquer, on va prendre l'exemple pratique d'Angélique, si tu veux bien, hein, comment Ah, tu peux bien l'aider. sûr. Et je t'en remercie. Ah ben, avec plaisir, ça fait partie de mes attributions et de mes compétences, autant les mettre à disposition pour tous. Et c'était un plaisir que tu fasses appel à moi, une belle confiance en tout cas, dont je ne doutais pas une seconde depuis qu'on se connaît, mais encore un bon partenariat pour avancer vers des victoires et vers le faire valoir les droits de toutes ces victimes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Kadjep est né en 2017, donc bien avant ça. Kadjep, c'est Conseil administratif développement gestion pour entreprises et particuliers. Et donc, c'est une association que j'ai créée avec 2 amis en 2017, après avoir perdu violemment le père de mes enfants. Bref, passons. Un événement personnel qui m'a obligée à arrêter une activité d'entreprise. Mais je voulais continuer à aider les gens et accompagner les gens en administratif et développement qui concerne l'accompagnement dans les droits, dans des dossiers administratifs bloqués, dans faire vérifier pour certaines petites entreprises ou auto-entrepreneurs si leur cotisation était correcte, les accompagner dans la gestion de l'administratif, qui est quand même énergivore en France, hein, faut le savoir, et chronophage. Et donc, petit à petit, faire valoir des droits à la CMU, aider les gens à les accompagner dans leur droit à la CAF, comment s'inscrire, etc., etc. Voilà comment est né Kadjep avec avec la connaissance et le constat d'un administratif de plus en plus compliqué à gérer pour faire valoir nos droits sociaux ou nos droits en tant qu'entreprise ou vérifier la conformité de ce qu'on nous demande de faire ou de ce qu'on nous demande de payer. Puisque malheureusement, il y a des fois, l'erreur est humaine et que jusqu'à maintenant, c'est encore des humains qui gèrent nos dossiers. Donc, il est possible que les gens se trompent et ou fassent des erreurs, ou encore maintenant, on peut ajouter l'erreur de jugement, qui est quand même beaucoup trop personnelle quand on travaille. On n'a pas de jugement à avoir, mais ça se constate de plus en plus ces 6 dernières années. Et donc, c'est Kadjep aussi qui nous a aidés à soutenir les soignants à l'époque du début de la crise sanitaire, pendant la période, et qui continue encore d'ailleurs, pendant la période où on a eu énormément de dossiers juridiques à mettre en place suite aux suspensions illégales et complètement absurdes et injustes dans la manière d'être traité, dans la manière d'être demandé, dans la manière... voilà, sur tous les plans, et ça continue d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Donc en effet, j'accompagne aussi à l'heure actuelle les victimes des injections et des Covid longs aussi non injectés, puisque le Covid long injecté ou non injecté est une maladie professionnelle du fait de la crise sanitaire qui nous a amenés à être confinés, mais aussi du fait de l'obligation vaccinale de la loi du 5 août. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INRS. Et donc, c'est aussi sur cette partie-là que je peux accompagner Angélique et 12 autres dossiers à l'heure actuelle. Et ça commence à déranger d'ailleurs un peu la sécurité sociale apparemment. Je vous raconterai une petite anecdote après, mais c'est très révélateur. Parce que ma spécialité, l'objectif que je me suis donné depuis 2020, c'est de prendre les outils, les droits, les textes mis en place, donc les outils et ce qui est mis en place par le gouvernement pour le retourner contre eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand le gouvernement prend une décision, c'est très souvent, comme de grands chefs d'entreprise, comme les directeurs des établissements publics de grande ampleur,
ils ne voient pas l'ampleur des dégâts collatéraux, même ceux qui pourraient arriver contre eux. Et donc la maladie Mmh. professionnelle, à l'époque, tout le monde a voulu l'ignorer en 2020, alors qu'elle est existante, qu'elle est, tout à fait légitime et que ce n'est en aucun cas le gouvernement ou la sécu qui a le pouvoir de décider si oui ou non. En l'occurrence, pour le dossier d'Angélique, il y a 2 problèmes, très d'ailleurs Rose est à peu près dans le même cas. D'abord en tant que soignante, elles sont toutes les 2 soignantes, donc elles ont toutes les 2 été soumises à l'obligation vaccinale par la loi du 5 août. Mais aussi, elles avaient toutes les 2 des contre-indications qu'elles auraient pu faire valoir et que les médecins auraient dû prendre en compte. J'ai découvert d'ailleurs dans le dossier médical de Rose qu'elle avait aussi des problèmes allergènes et que donc elle n'aurait jamais dû être vaccinée. Elle aurait dû avoir une contre-indication vaccinale qui lui aurait permis de continuer à travailler puisque c'était prévu par la loi. J'ai souvenir d'avoir entendu des directeurs d'établissements ou en tout cas, dans d'autres établissements on m'a rapporté que, les médecines du travail, voire surtout les directions, ne voulaient pas en entendre parler. En aucun cas. Mais ça veut dire que personne n'a voulu prendre en compte les contre-indications. Ouais. Elles ne sont pas les seules. Il y a énormément de cas comme celui-ci. Il y a aussi, tous ceux qui n'avaient, aucun symptôme et qui allaient bien avant et qui vont mal après. Et il faut savoir que c'est l'INRS qui catégorise les virus et les dangers pour la santé, y compris, pour, les établissements, pour le travail, pour la santé publique et que, le SARS-CoV a changé de catégorie, entre 2020 et 2022 en termes de dangerosité. Ça veut dire qu'il a été classé plus dangereux que depuis 2001, sa première sortie. Mmh. Et donc, il fait partie de ce qu'on appelle du document unique, d'évaluation des risques professionnels et doit être obligatoirement recensé dans toutes les entreprises de France comme un agent pathogène dangereux qui sera pris en charge en cas de contraction. Cette maladie doit être prise en charge en maladie professionnelle. Le nombre de fois où j'ai entendu des refus parce qu'on disait: «Vous n'avez pas eu d'accident, ça ne peut pas être un accident de travail», Mmh. je suis restée scotchée. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas un accident qu'on ne peut pas être soumis, ou en tout cas être reconnu comme maladie professionnelle. L'accident en termes tombés n'est pas le Mmh. seul motif valable à déclarer une maladie professionnelle. Il n'y a pas forcément un accident d'abord. D'ailleurs, l'hépatite B est reconnue comme maladie professionnelle en cas de problème. Sa vaccination aussi, puisqu'elle est obligatoire. C'est-à-dire que tous les problèmes suite à une vaccination qui est obligé pour aller travailler, doit être reconnu en maladie professionnelle. Point. Ça ne va pas plus loin. C'est pas moi qui le dis, c'est les textes d'évaluation des risques sur la santé des travailleurs, c'est les textes dans les hôpitaux et les documents obligatoires de toutes les structures médicales qui le disent du fait de la loi du 5 août. Et même en dehors, pour tous ceux qui ont eu une demande par mail d'être vaccinés pour bien vouloir revenir au travail. Ça s'est produit chez BNP Paribas et chez Air France, où les gens ont demandé à faire valoir le pass vaccinal sous forme obligatoire pour les salariés. Eh ben non, c'est inadmissible en fait. Donc effectivement, pour Angélique, c'est évidemment, l'omerta et la boîte de Pandore qui essaye d'être bien scellée. Donc on l'a ouverte sur la maladie Mmh. professionnelle et on va voir, petit à petit. Elle vient d'envoyer ses documents et normalement, il y a aucun motif de refus. La prochaine étape va être une expertise, puisque la sécu déclenche une expertise. Elle en a Mmh. déjà eu, puisqu'elle avait préparé ses dossiers sur d'autres plans et sur les autres plans de sa reconnaissance. Et on se retrouve quand même une fois de plus,
embêtée par la peur, une fois de plus, des médecins et la pression qu'ils pourraient avoir. Donc, on est encore sur une situation où ben, on lâchera pas, de toute façon. C'est un droit, c'est dans le code de la sécurité sociale. Et on va être amené, par contre, à quelques embûches quand même. Ça, c'est Oui, sûr. Ils commencent c'est à pas ça. aimer. C'est ça. Et puis c'est aussi lié, tu parles la peur des médecins. Et puis il y a aussi cette espèce de déni, parce que beaucoup ont piqué à tour de bras. Et donc, ben, si tu reconnais la maladie professionnelle, tu reconnais aussi que c'est toi qui l'as inoculé globalement à pas mal de monde. Donc il y Oui, bien a. sûr. Eh ouais, Après, c'est leur travail et puis, ils ont fait oui, des erreurs, d'accord, mais exactement. ils peuvent se rattraper en faisant les choses un peu correctement quand même. Oui, C'est une question d'éthique et de déontologie, on peut faire des erreurs de diagnostic ou des erreurs de traitement. Pourquoi on pourrait pas faire des erreurs, de confiance en ce qu'on nous dit, ce qu'on nous force oui, à faire? Après, je comprends très bien, je sais très bien à quel point l'ARS et l'HAS a pu mettre une pression monumentale, y compris l'ordre des médecins. Ça reste quand même inadmissible. Ils ont eu un petit problème de, on va dire, de libre arbitre. oui, Ils auraient pu le faire valoir aussi. Ça fait partie de leur travail. ouais, Euh, voilà, même, mais maintenant, stop, stop. c'est ça. Bah, pour la petite anecdote, il n'y a pas longtemps, je suis sur un autre dossier récent aussi, que je ne lâcherai pas du tout, sur une soignante qui a aussi d'énormes effets indésirables et, et d'énormes problèmes de santé. Et ben, le médecin a réussi à lui dire, je vous la fais, mais ça passera plus. Ah ouais, Je vous fais la déclaration de maladie professionnelle, mais ça passera plus. Alors, quand elle m'a envoyé le SMS, je lui ai dit, ouais, chance, j'adore ce genre de phrase. oui, Ça veut dire qu'à un moment donné, les quelques dossiers qu'on a, et peut-être que d'autres, beaucoup d'autres gens ont pu, je ne sais pas, en entendre parler ou essayer de le faire. Je sais que des gens n'ont pas attendu qu'on en parle, nous, pour le faire et avancent sur ce terrain-là. D'autres n'ont pas osé et osent peut-être maintenant, mais ça veut dire que ça commence à jaser dans les couloirs de la oui, Sécu et dire votre histoire de loi du 5 août, elle va commencer à poser un oui, problème. Et bien c'est sûr. exactement l'effet l'effet voulu. Je suis très honnête, hein, c'est exactement l'effet que je voulais. Et j'avais hâte que les gens soient prêts à le faire. J'attends ça depuis 2021. Ben oui, et oui. Et là, on a de plus en plus d'éléments quand même qui nous permettent d'avancer nos pions, hein. On parlait tout à l'heure de Marc Doyer, hein, qui, Oui, qui vient aussi de parler d'une annexe sur un contrat à la Commission européenne, là, où il est bien indiqué que le vaccin Covid, ben, c'était compliqué à développer en urgence, d'autant plus que les résultats des essais cliniques étaient très mauvais. Donc oui. ça y est, ça c'est écrit noir sur blanc. Donc les personnes qui nous écoutent peuvent aller sur le compte X de Marc De Doyer, Marc. sur lequel il a mis le lien qui les emmènera directement sur cet article. Donc, parce que oui, vérifier les sources, hein, mais d'autant plus, il y a des personnes un peu incrédules qui nous écoutent, mais allez-y, n'hésitez pas et essayez de réaliser aujourd'hui à quel point on vous a dupé. Mais dupé, c'est peu de choses. Là, on est en train de parler de personnes qui sont décédées, qui ont des effets indésirables épouvantables, Mm. qui ont dû renoncer à leur vie. On a des soignants suspendus qui se sont suicidés à cause de toute de cette gabegie-là. Donc, oui, ça vaut le coup d'aller vérifier, ça vaut le coup d'ouvrir ses yeux. Donc, C'est je vrai. précise que Marc Doyer était le porte-parole et le porte-parole de Vérité Vérity France. France, je vais y arriver. Et donc, c'est sous cette casquette qu'il a tenu ses paroles sur Toxin donc en début de semaine. Et je Et te repasse la parole. c'est une belle petite victoire, effectivement, il faut aller voir parce que c'est reconnu juridiquement. On sait hein, quel était ce jeu d'ailleurs, hein, on le disait tout à l'heure, c'est le jeu du glissement de responsabilité Ouais. qu'a joué
le prestataire, pour ne pas le nommer, en tout cas le client de notre État pour fournir ces produits-là. Mais c'est une aberration qu'on connaissait. Là, il y a une vraie reconnaissance du fait que l'État a fait des choses en connaissance de cause et ne pouvait pas les ignorer. Donc, il les a ignorés, il a mis les gens en danger. Et c'est aussi là-dessus que, pour parler encore d'autres associations qui font des choses bien, à Victime prend les choses en main au niveau pénal. Et qu'il ne faut pas hésiter non plus à aller au pénal, surtout que ces billes-là, on va pouvoir les utiliser comme d'autres billes. J'ai récemment fourni à un avocat la réponse du ministre de la Santé quand on a demandé l'abrogation du décret du 30 juillet 2022 qui n'a pas coupé, en tout cas, à notre sens, il n'avait pas coupé l'obligation vaccinale, mais on voulait abroger l'obligation vaccinale. Et avec Maud Marian, merci à elle encore d'être dans tous ces combats depuis 6 ans maintenant. On a voulu demander cette abrogation et le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, parce que c'est le ministère qui nous répond, hein, c'est l'assistant du ministre qui fait le courrier et le ministre il signe. Oui. Faut pas croire qu'ils rédigent les courriers eux-mêmes. Hein. Mais ils nous ont quand même répondu qu'en aucun cas le décret du 30 juillet 2022 n'avait pour effet de maintenir l'obligation vaccinale. Ça voudrait dire, et ça veut dire, que tous les établissements, tous les gens qui ont maintenu l'obligation vaccinale n'en avaient pas reçu la consigne. Et donc, ça voudrait dire que depuis le 30 juillet 2022, chaque suspendu doit être indemnisé sur les mois de suspension jusqu'à mai 2023, si c'était le cas, puisqu'on a été réintégré en mai 2023. Ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on revérifie le décret de réintégration du 15 mai 2023, parce que si jamais, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais me pencher dessus, si jamais, dans le même genre d'aberration, ils ont cité le décret du 30 juillet qui maintenait l'obligation vaccinale, le décret a un petit problème rédactionnel. Tout à fait. Et donc, c'est dans la même lignée que ce qu'a gagné Marc Doyer, et Verity France, c'est qu'ils ont pris les bons outils. Et les bons outils, c'était aller utiliser ce qu'ils ont mis en place pour le retourner contre eux. C'est ça, mais il fallait avoir les documents qui ont été quand même bien gardés, secrets, caviardés un bon moment. Voilà, c'est... Vous savez, on connaît la même personne qui avait bien demandé aussi pendant longtemps que ça sorte en lumière et elle avait bien insisté au Parlement européen et elle n'a jamais eu gain de cause de son vivant. Oui, un bel hommage aussi à Michel Rivasi, oui, une belle pensée pour elle. Ouais. Une belle femme et une belle guerrière aussi. Hein. Ouais, encore un grand soutien dans cette lutte pour les droits et le libre choix. Ouais, merci Elsa d'avoir eu une pensée pour elle et de la partager avec nous parce que vraiment, c'était une très belle femme. Elle est dans notre cœur, elle y restera et voilà. Moi, elle est toujours dans mes pensées quand j'observe un dossier. C'est très souvent que je dis bon, qu'est-ce qu'elle en dirait. Enfin, c'est très drôle. Elle est toujours très présente dans ce qu'on fait et c'est aussi un moteur. Bien sûr, elle nous a montré le chemin, hein, donc forcément. Elle a ouvert des voies. C'est ça, c'est ça. Alors, on a beaucoup parlé évidemment de l'action de la CAPGED par rapport donc au Covid, hein, que ce soit pour les Covid longs ou les personnes injectées. Mais donc, comme tu l'as dit, c'est une association qui existe depuis bien plus longtemps. Donc, est-ce que tu peux nous donner, pour éclairer un petit peu les personnes,
quelques types d'actions que vous avez faites et sur lesquelles vous avez vraiment compétence. Parce que je suppose que ce n'est pas que dans le domaine de la santé. Ah bah non, 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 on a beaucoup il y a beaucoup de cartes à jouer. Par exemple, j'ai un adhérent que j'accompagne sur ses déclarations de cotisation en tant qu'artiste-auteur, puisqu'on découvre qu'il y a des abus de l'URSSAF. Bah, on sait depuis longtemps. Des problèmes de calculatrice aussi. Donc, régulièrement, je recalcule ses cotisations. Régulièrement, on se retrouve avec des calculs qui ne sont pas les leurs. Des augmentations de prévisionnel, on ne sait pas pourquoi. Donc, on fait aussi ça. On fait aussi de l'aide à la déclaration d'impôts, sans être, attention, parce que normalement, faut être rédacteur ou juriste, donc on ne va pas jusqu'à, mais on aide à remplir ou à expliquer comment déclarer quoi ou qu'est-ce et dans quelle case, tout simplement, parce qu'en fait, elles sont de plus en plus compliquées. D'ailleurs, on a découvert cette année que c'était un sac de nœuds pour les gens qui ont des doubles activités, entreprise et revenus et impôt sur le revenu personnel. Qu'est-ce qu'on fait encore? On accompagne des jeunes entreprises ou des libéraux à mettre en place leur entreprise, mettre en place leur activité, mettre en place les documents obligatoires. On accompagne tous les problèmes liés à la Sécu ou au calcul de retraite pour pouvoir aider les gens à comprendre le fonctionnement et pourquoi, par exemple, ils trouvent une différence entre ce que leur dit l'employeur ou ce que leur dit la CARSAT, parce que ça arrive. On accompagne aussi dans la rédaction de courriers pour des réclamations sur des dossiers qui ne sont pas assez bien traités dans les règles de l'art, que ce soit administratif, RH, financier. Qu'est-ce qu'on fait encore? On accompagne à la création d'événements si nécessaire, ça a eu été fait. On a mis en place des cagnottes pour accompagner les soignants à l'époque dans la reconstruction de leur mental, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas dans la revalorisation du mental. Ça nous a permis, on a pu récolter de l'argent pour pouvoir le redistribuer sur ces stages. Et on a réouvert d'ailleurs la cagnotte Cotise-Up qui avait été mise en place pour pouvoir accompagner les gens dans leurs difficultés actuelles aussi. Les soignants qui continuent à être sur des dossiers de réclamation, de demande de leur dû, puisqu'il y a des personnes qui ont réussi aussi, d'ailleurs, avec l'aide du syndicat Liberté Santé, qui est aussi une association qui aide énormément à avancer sur les demandes d'indemnité, dont les délais vont bientôt être passés pour ceux qui auront été suspendus en 2022, selon les dates d'ailleurs. Donc, on accompagne aussi s'ils ont des frais d'avocat qu'ils n'ont pas pu payer. Ça nous permettra aussi d'aider au niveau alimentaire pour ceux qui ont vraiment tout perdu, qui ont essayé de reconstruire et qui ont encore du mal. Parce que faut se rappeler que les interdits d'exercer, comme je les ai souvent appelés, je préfère appeler les soignants suspendus les interdits d'exercer, puisqu'il y a aussi les personnes qui n'ont pas été suspendues, mais qui ont eu des contrats arrêtés, qui ont été obligés de changer de métier, parce que leur vocation ne correspondait plus à ce qu'ils voulaient en vivre, en tout cas, et comment ils voulaient la vivre. Ça a été... c'est une situation qui était monstrueuse et qui continue. Il y a des gens qui sont passés de soignants
à caissier, il y a des gens, enfin, on a perdu un nombre de soignants, incalculable. Encore et on va encore en perdre d'ailleurs pour d'autres raisons, parce que certains établissements sont pas spécialement bien gérés peut-être, je ne sais pas, ou on a envie de les fermer pour faire que des gros groupements. J'ai fait un Mais petit coup de gueule ce matin sur Facebook parce que j'ai vu que l'ancien hôpital pour lequel je travaillais, va encore, éliminer un sacré nombre d'équivalents temps plein. Donc quand on dit équivalent temps plein, ça veut dire que c'est pas qu'une personne par temps plein, ça peut être 2 personnes si c'est des temps partiels. Donc en fait, on va devoir, éliminer, encore des soignants et des salariés. Mmh, dans ces cas-là, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il va pas falloir commencer par les soignants, mais peut-être commencer par la directeure, parce que le oui, salaire de directeur, c'est un salaire et demi de soignant à peu près. Donc en moyenne, hein, je dis bien, parce que ça dépend des directeurs et on a beaucoup d'établissements qui sont dirigés par, 8 à 10 directeurs. Très franchement, pour un établissement de 1 000 salariés, je sais pas à quoi ça sert, 8 directeurs. Je Pourquoi on se limite pas à un DG et un directeur adjoint, point barre, et puis ensuite on a, les cadres qui peuvent faire leur boulot. Pourquoi toujours mettre un intermédiaire entre le cadre et le directeur, encore un autre directeur? Enfin, c'est juste une aberration, mais la santé va mal et les établissements sont peut-être voués à être fermés, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas juste pour la population et pour les gens, quoi. non. Non, non, ils doivent avoir effectivement un autre projet, hein, de toute Bah, façon, ils l'ont entamé il y a combien? Il y a une vingtaine d'années maintenant que l'hôpital est considéré comme une entreprise, doit faire du bénéfice, et cetera. Donc bon, bah, si le public peut pas le faire, on va tout larguer au privé et puis là, ça va être, tu sais, il existe une prime pour les directeurs. Le nom de la prime, elle fait peur. Ils ont une prime qui s'appelle PFR, prime de fonction et de résultat. ah et ben voilà. Même quand l'établissement est déficitaire, ils s'attribuent cette prime et le trésor public les laisse faire. C'est-à-dire que moi, pour moi, une prime de fonction et de résultat, c'est une prime qui doit, porter sur un bénéfice. C'est comme dans une entreprise privée. Mmh. Depuis quand une entreprise privée déficitaire va donner une prime ou un PDG d'entreprise privée va s'attribuer une prime? Alors attention, quand je dis entreprise privée, je ne vous parle pas des Oui. grosses multinationales ou des grosses boîtes, hein, je vous parle de l'entreprise à échelle humaine, hein. J'ai Mmh. jamais vu, dans toute ma carrière d'assistante de gestion, où une entreprise, privée de taille moyenne ou on va dire à un peu plus grande taille, s'attribuer une prime de fonction et de résultat sur un résultat déficitaire. Il y a que au Trésor public que ça existe un truc Oui. pareil. D'ailleurs, ça existe encore plus dans la fonction publique hospitalière, c'est ce qui me dérange le plus. Mmh. Parce que 8 directeurs qui touchent une prime d'à peu près 4 000 € à la fin de l'année, en moyenne entre 3 et 6 000 €, d'accord? Bah, vous calculez, hein, 8, Ouais, 8 ouais, directeurs, ça commence à creuser le déficit aussi, hein, on est d'accord? c'est ça. Donc ça augmente encore plus les chances de licencier ou se passer d'un certain nombre Mmh. d'équivalents temps plein, parce qu'on appelle toujours les agents, pas des salariés, mais des équivalents temps plein. C'est juste une horreur. Mmh. Mais depuis les groupements hospitaliers de territoire, c'est la même chose. Passons. On sait que ça se passe, c'est juste que les gens vont être de plus en plus mal soignés, vont être de plus en plus malades et bizarrement, c'est pareil là-dessus aussi, on a de plus en plus de malades, depuis la vaccination. Oui. On a quand même des statistiques, plutôt inquiétantes qui n'inquiètent pas, tout le monde Oui. d'ailleurs.
entre la dénatalité, on va dire, et puis les maladies, on voit bien quand même que notre pays n'est pas en grande forme, hein. Mais Non. pour en revenir à ta prime là, de fonctionnement et de résultats, mais peut-être en fait que le résultat, c'est tout simplement de casser l'hôpital. Donc effectivement, ils la méritent, leur prime. Ah, ça, je me permettrai pas, mais c'est une possibilité. Après, c'est grave parce que l'intérêt de l'hôpital public n'est pas là. Et c'est l'intérêt de la santé publique en règle générale n'est pas là non plus. Ah En oui, même temps, mais il y a peut-être un message subliminal bah, à tu sais, lire. on a toujours dit que la privatisation du soin rapportait plus à l'État Qu'aux malades. que l'hôpital public. Donc, on n'en a rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de Mm. pouvoir soigner les gens en Ouais, CMU, les petits foyers, ouais, les gens à petits revenus. Tout le monde s'en tape. Il faudrait aller à la clinique, payer en permanence des dépassements d'honoraires que tout le monde ne peut pas se payer. mm. Euh, c'est dans le même principe que quand ils ont essayé d'enlever la vitamine D des pharmacies à la période de crise Covid, alors qu'on sait que le corps, quoi qu'il arrive pour n'importe quel virus, a de toute façon besoin de vitamine D pour lutter contre. Donc, on est dans un monde aberrant et au niveau administratif, c'est la même chose et c'est de pire en pire avec la mise en place de l'IA. D'ailleurs, qui est censé être un outil facilitant et qui est plutôt un outil Ouais. compliqué Mm. à gérer. Et puis les gens aussi qui gèrent pas ces dossiers correctement. Je vais donner un exemple. J'ai eu des problèmes avec la CAF en 2024. Enfin, ça a duré toute l'année d'ailleurs. De mise à jour de mon dossier, il y a quelqu'un qui a osé se permettre, un agent de la CAF, qui a osé se permettre de mettre dans mon dossier, j'étais censée recevoir le RSA provisoirement, dossier à ne pas traiter en urgence. J'ai découvert aussi que à la CAF, ils avaient le droit d'éliminer des documents à l'intérieur de nos dossiers. Donc, je préconise toujours de garder des PDF Ouais. télécharger dans l'application, parce qu'il y a le numéro d'ordre de l'application pour garder tous les documents que vous transférez dans les administrations comme la CAF, la Sécu ou France Travail, parce qu'il y a un réel problème de zèle. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'à la CAF, ils avaient l'autorisation d'éliminer des dossiers qu'on leur faisait, des éléments documentaires qu'on leur faisait passer et qui devaient servir dans nos dossiers. Et c'est pas l'IA qui le fait, ça, c'est les gens. C'est comme l'aberration à la CAF aussi, ils ont une interdiction de donner les documents papier. Certaines personnes se sont déjà fait taper sur les doigts, des agents de la CAF, et ça m'a été rapporté par des agents travaillant à la CAF, qu'ils n'avaient pas le droit d'imprimer les documents du dossier de la locataire pour lui donner. Les personnes n'ont plus accès. Enfin, on dit aux gens de ne plus donner les papiers sous format papier. Mais alors, on doit tous s'acheter une imprimante, on doit tous Oui, avoir les moyens d'avoir un ordinateur, on doit tous avoir les moyens d'avoir Internet, on doit tous. Mais on va où? oui, on va où? Et c'est pareil dans ces trois grandes administrations qui gèrent nos droits sociaux, qu'on se le dise. Ils ne gèrent pas n'importe quoi, la Sécu, la CAF, la mutuelle. Je vais donner une anecdote pour la Sécu. Allons-y, hein, allez, allons-y, posons les choses. Et c'est que du factuel. Hein. On ne pourra pas me reprocher d'inventer des choses, c'est tout du factuel, avec preuve à l'appui. Alors ça, on peut me le demander, j'ai tous les documents écrits noir sur blanc. On arrive à demander des documents à Rose, la sécurité sociale a demandé des documents à Rose alors qu'on les avait envoyés 2 fois. Ouais. Donc, on a recommencé. Il faut savoir que chaque fois, Rose envoie recommandé avec accusé de réception et qu'elle n'a pas... et qu'elle ne touche que 2/4 d'un SMIG. Ouais. D'accord ? Elle n'a pas les Donc, ressources. ok ?
Donc, je dis volontairement 2 quarts, hein, mais je pourrais dire la moitié, mais c'est pas vrai non plus, puisque à côté, elle a d'énormes frais. Faut pas croire que toutes ces auxiliaires sont prises en charge. Il faut pas croire que les gens qui sont handicapés ont des prises en charge mirobolantes par la MDPH. C'est faux. C'est pas à la hauteur de ce qu'on cotise toute une vie quand on travaille depuis toujours. Il y a toujours un creux dans il y a toujours une différence. On se demande où ça va parce que normalement, c'est un fonds de roulement. C'est-à-dire que ce qu'on cotise devrait nous revenir. C'est cohérent. Et c'est pour ça que ça a été inventé. Ça n'a pas été inventé non plus. Enfin bref, pour payer je ne sais qui à faire je ne sais quoi. En tout cas, tout ça pour dire qu'entre deux, elle a reçu un document qui disait que ses premiers documents avaient bien été pris en compte. Mais dans le même temps, elle recevait un courrier qui lui disait « Nous n'avons pas reçu vos documents ». Donc en fait, je ne sais pas s'ils essaient de rendre les gens dingues ou si leur manque d'organisation et la pluralité des personnes gérant les dossiers crée un manque de communication et un manque de cohérence et de coordination dans la gestion des dossiers. Il y a de réels problèmes. Et c'est là que l'association commence à avoir de plus en plus je vais dire, d'importance en termes d'accompagnement. Parce que tout ça, on connaît tellement tous les ficelles et tout ce qui s'y passe qu'en fait, on sait. On a compris que c'était foireux. Et d'ailleurs, il y a encore des gens qui me disent « Mais dingue, mais comment c'est possible ?» Bah si, c'est possible en fait. Tout peut être foireux et c'est de pire en pire. Oui. Un autre exemple CAF, j'ai un dossier que je gère aussi de quelqu'un qui n'est pas du tout de ma région. Elle a eu une inspection de la CAF, ils lui ont demandé 11 000 € d'amende parce qu'elle n'était pas là. Elle devait avoir une inspection, ils ont supputé une fraude. Et donc, ils lui ont demandé 11 000 € d'amende. Le département, qui est donc le chef de la CAF, a aussi voulu prélever cette même somme. C'est-à-dire qu'elle était à 2 doigts de payer 2 fois pour un truc où elle n'a eu aucun jugement qui la condamne. C'est complètement disproportionné pour une femme seule avec enfant, une telle amende pour quelqu'un qui, en plus, devait certainement être au minima social. C'est disproportionné parce qu'elle n'était pas là et qu'elle n'a pas répondu à une enquête. Enfin, mais on va où? Oui. C'est complètement déshumanisé tout ça. À la limite, 11 000 €, c'est même pas ce qu'elle se... Au pire, c'est ce qu'elle avait de côté, puisqu'elle a payé. Elle a payé en plus. Hein. Elle prend l'amende, elle la paye. Le département essaye de reprélever. Mais vous allez où? On va la payer combien de fois, cette amende? Oui. Et en fait, on est encore sur des problématiques, soit de communication, soit de zèle, parce que je suis convaincue qu'il y a des agents qui font du zèle. Moi, on a quand même réussi à me répondre un jour, alors que ça fait 27 ans que je travaille, je me suis retrouvée 2 fois au chômage, donc une fois où ça a été une réelle galère. Mais madame, si vous n'êtes pas contente, il faut aller travailler. C'est bienveillant. Et il y en a un, il n'y a pas longtemps, je n'ai pas eu fini ma phrase, ça c'était chez France Travail, qui m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez, sous prétexte que je ne l'écoutais pas. Sauf qu'en fait, j'étais en train de finir ma phrase, il m'a coupé la parole, il hurlait au téléphone. Mais je vais te dire, il y en a un autre aussi qui est pareil, qui font aussi du zèle ou j'en sais rien, ils en peuvent plus. Ces gens sont tellement en burn-out ou ont tellement de pression psychologique qu'ils perdent pied. Il n'y a plus d'humanité là-bas dedans. Il n'y a plus de discernement. Il n'y a plus de libre arbitre. Il y a plus. En fait, le gouvernement fonctionne. Le plan du gouvernement, le plan de la peur du gouvernement fonctionne super bien parce qu'en fait, il fait décompenser les gens. Ils deviennent fous. Non, c'est quand même incroyable. Tu te fais raccrocher au nez par des agents de l'administration alors que tu essayes de te dépatouiller ou de comprendre. On se permet d'enlever des éléments de ton dossier ou de mettre un jugement sur un dossier. Mais c'est juste incroyable.
Mais Oui, c'est comme le médecin qui te dit: «Mais madame, je vous fais votre déclaration de maladie professionnelle, mais elle passera pas». Mais oui, oui. c'est pas tu n'as pas à avoir ce jugement. Tu Mmh. n'as pas tu dois faire ton travail. Ton travail, c'est de dire: «Madame a tel symptôme, c'était suite à la vaccination, je déclare la maladie professionnelle». C'est ton Mmh mh. travail en tant que médecin. C'est Moi, je me ça. Mais serais les gens jamais vue maltraiter les dossiers quand je travaillais à l'hôpital ou où que ce soit mmh. par ju ah, tu as figé ma Cathy. Eh beh, toi aussi, donc c'est bon, ça doit être dans la boîte alors, il y a pas de souci. Coordonnées, on a figé au même moment. C'est ça, c'est ça. Oui et mais en fait, il y a un tel malaise, à tous les niveaux, hein, les gens sont pressurisés, tu le disais, ils décompensent, ils deviennent maltraitants alors qu'ils devraient bien traiter les gens. Enfin, on a mais j'ai l'impression qu'on a enlevé leur cœur aux gens, leur âme, on est en train de les détruire, de les broyer pour faire d'eux juste des instruments de cette fonction publique qui dysfonctionne totalement, quoi. Et qui dysfonctionnent, mais qui ne cherchent pas pour autant à remettre les choses dans l'ordre. Mmh, Parce que, je sais pas, je vais même pas faire de suppositions sur des plans ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pas dans ce carcan-là, même si je sais que c'est une aberration. Mais si on constate la réalité du terrain, c'est qu'il y a un réel problème de peur à l'intérieur de chaque personne, soit d'être viré, soit de pas faire comme il faut, soit d'être engueulé, soit d'être réprimé, soit de ne pas avoir son salaire, soit de mais en fait, il y a des droits, il y a des devoirs, que ce soit au travail ou pour les gens avec lesquels on travaille ou pour le voisin ou pour la personne qui il y a des droits et des devoirs pour tout le oui, monde. oui, Mais il oui. y a aussi le libre arbitre, il y a aussi, en fait, l'humanité. Ouais. On est des êtres humains, on n'est pas moi, je suis pas qu'un morceau de papier ou un numéro de sécu. Mmh. Je suis un C'est ça, être humain. c'est ça. Et les droits, ils s'effacent quand chaque acteur, en fait, les laisse s'effacer, ne Mmh, se comporte plus, correctement, déontologiquement, professionnellement. mmh, En fait, c'est nous, les êtres humains, qui effaçons nos droits mmh. en ne les pratiquant plus. Donc, il faudrait que chaque professionnel revienne à l'essence de son métier. Pourquoi je suis là? Il faut que je retourne dans le droit chemin, quoi, c'est tout. Mmh. Et prendre soin de soi et puis dire non, dire stop et que Et tout le monde le fasse. on a le droit de dire non. Eh oui, Je me souviens à l'époque, notre première conférence de presse, ça avait beaucoup choqué, mais ça avait bien pointé du doigt la problématique et le ressenti d'une infirmière une amie, hein. Elle avait dit, «Mais, c'est comme un viol, mais on mettra rien dans mon corps sans mon mmh, accord». mmh, Et c'est tout à fait ça. Et en fait, on viole les cerveaux. exactement. C'est comme, bafouer le secret médical, tu vois bien? On parle de vacciner, de ceci, de cela. Mais est-ce qu'on se rappelle, il y a quelques années, la première phrase qu'on disait, nous, dans l'hôpital, on avait fait tourner l'info de dire: «Si on vous demande si vous êtes vacciné, vous répondez: "Est-ce que tu as la syphilis?"» Mais oui, Ben oui, est-ce que tu as la syphilis? Depuis quand on fait de tous les droits et devoirs des sujets tabous, mais plus de la santé et de l'intégrité de la personne? ouais, Depuis ouais, quand? ouais. Depuis quand ce monde est devenu assez déglingué Mmh. pour, oser se demander, «Tiens et toi alors, tu es vacciné?» alors que, on n'aurait jamais dit: «Bah tiens et toi alors, tu as le sida? Tu as la syphilis? Bah, tu es malade de quoi?» Mais depuis maintenant, on est en permanence, on mesure les gens, heu, par un degré de maladie ou pas. Tu es malade, tu es pas malade. On arrive à avoir pour première pensée, mais moi la première, hein, quand quelqu'un est malade: «Ah,
Et sinon, t'en es à combien de doses? Mais c'est horrible. Donc maintenant, j'ai ralenti. Après, j'ose quand même poser la question parce que j'estime que normalement, il n'y a pas de sujet tabou. Et c'est à force d'avoir fait des sujets tabous que les gens ne sont plus dans la communication et que chacun reste enfermé dans son propre carcan de peur et de... Parce que si tu poses la mauvaise question, tu peux te faire envoyer paître. Oui. Il n'y a pas de mauvaise question. Et oui. Et on va revenir à quelque chose de on nous individualise, on nous met de côté, on nous a mis en marge. On nous isole. Hier, j'ai vu un documentaire qui est super, petite dédicace à Gladys. Oui, isole. Et documentaire d'hier soir, Goliath, Germaine et moi. Juste une pure merveille. Je l'ai vu 2 fois maintenant. Et donc, hier, on discutait avec Gladys après la projection et on disait, mais voilà, Germaine, elle disait déjà à l'époque, réveillez-vous. Et c'était 2017-2018 sur les manifs pour lutter contre une autoroute. Elle a continué à être en manif pour lutter contre le pass. En fait, elle a continué à lutter contre les injustices et que ce soit pour la nature ou pour les gens. Elle a lutté pour le vivant. Et elle lutte encore, elle est toujours vivante. C'est vraiment une guerrière de lumière, c'est vraiment un personnage que j'admire. Et c'est un super exemple de rassemblage, c'est-à-dire qu'elle avait l'art de rassembler les gens et les gens et les gens étaient là et comprenaient. Et tu vois, dans votre générique, il y a écrit la police avec nous. La police avec vous. Et ben, il y a un cœur. Et oui, et ben, elle le disait aussi bien, haut et fort. Elle regardait les CRS et elle disait la police avec nous. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils continuent aussi à faire ça. Mais en fait, quand on lève le costume de chaque personne qui rentre chez lui ou qui se lève le matin, et j'adore dire ça parce que c'est vulgaire, mais c'est très représentatif. Quand tu vas faire ton caca le matin, eh ben, t'es pareil que quand l'autre, c'est que tu sois CRS, que tu sois directeur d'hôpital, que tu sois ministre, que tu sois élu, que tu sois ce que tu veux, que tu sois journaliste ou qui que ce soit, on fait tous caca. Et de la même manière, quasiment. D'accord? Sauf que souvent, je dis la différence entre eux et moi, c'est que moi, je fais des mots mêlés et eux, ils prennent le téléphone pour tweeter de la merde. C'est pas pareil. Mais c'est juste, rappelons-nous qui on est. Et hier, un monsieur disait, rappelons-nous qu'on n'est rien. Et qu'il nous suffit d'être tous ensemble pour être beaucoup. C'est aussi pour ça qu'il existe les associations, les collectifs, les polices pour la vérité, les CADJEP, les A-Victimes, UPGCS. Je pourrais vous en citer une centaine, des centaines et des centaines de collectifs et d'associations, que ce soit Profession Gendarme aussi, que ce soit VIAC, que ce soit Corse Humanis, que ce soit le collectif du Pont Citoyen. Bref, je ne vais pas les citer tous, on n'a pas fini. Oui, on a une autre dose, Santé Moche, Solidaria, Verity, enfin tous. On est tous dans la même direction. Et c'est ce que Germaine disait, c'est qu'il faut lutter contre Goliath. Mais oui, mais en fait, on lutte tous contre Goliath, mais il faut apprendre à lutter pour nos droits, nos libertés, avec notre propre libre arbitre et en effaçant la peur. C'est ça. Et c'est un travail de tous les jours et de petits cailloux par petits cailloux. Et oui. Et des aberrations, on en croise tous les jours, mais il ne faut pas laisser faire. Si vous sentez intuitivement, et je dis souvent ça, si vous sentez intuitivement que c'est pas normal, c'est que c'est pas normal. Exactement. Donc faites-vous confiance. Et c'est pas parce que c'est la presse qui le dit que c'est vrai.
anecdote très récente. Après, promis, j'arrête de parler, mais c'est important de poser tout ça pour le tout Illustrer, un oui. chacun. Mardi matin, avant-hier, bref, mardi matin, j'ouvre Facebook comme tous les matins pour voir comment ça se passe. Je suis pas du genre à suivre la presse, je suis pas la presse, je regarde pas la télé. Mais une fois, j'ai j'ai un réel de BFM qui me passe sous les yeux. Je regarde et je vois en gros un jeune maire de 24 ans est élu. Soyons un petit peu instruits en termes de fonctionnement des municipales. Un maire et des adjoints, même si le vote du premier tour les a élus, ils ne sont pas encore maires et adjoints avant le conseil municipal entre hier et dimanche. Mais BFM, on ne sait pas pourquoi, peut-être ils ont consulté Madame Irma, peut-être ils ont eu une boule magique pour avoir les résultats de la fin de semaine. Ils arrivent à publier hier une passation de pouvoir d'un maire à un autre alors qu'il n'est même pas encore élu maire. J'espère que tout le monde comprend bien ce que je suis en train d'expliquer, sur le fait que d'abord, ils ne se renseignent pas sur la méthode, en plus, ils anticipent. Si ça a été diffusé hier matin, ça veut dire que ça a été enregistré avant, parce qu'on ne fait pas des découpes aussi rapidement, il ne faut pas rêver. En tout cas, mardi matin 18 à 6h30, c'était déjà diffusé. Les élections se sont finies dimanche soir, les résultats étaient lundi, ça veut dire que, passons. Mais ils sont peut-être surhumains, ils ont dormi dans une tente devant le bureau de vote, on ne sait pas, ou devant la mairie, hein. Bon, ils sont peut-être prêts à tout. Reporters sans frontières. Mais en aucun cas, ce jeune maire que je félicite parce qu'il sera certainement élu par son conseil à la fin de la semaine, mais en aucun cas, son jeune maire ne pouvait être déjà maire. Donc, on ne peut pas se permettre de le filmer en faisant remarquer que l'ancien maire et le jeune maire de 24 ans sont en passation de pouvoir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas ce que prévoient les textes. Je peux pas faire mieux. C'est pas possible. Donc, quand on voit ça, et ce matin-là, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, moi qui tombe jamais dessus, c'est qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Je l'ai regardé, j'ai observé. Et mon métier d'aujourd'hui m'a permis de dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Et ça veut dire que si on est capable de ça, de quoi ils sont... Oui, comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Et tu te dis, arrêtez les aberrations, arrêtez de nous prendre pour des idiots. C'est ça. Rien ne les arrête. De toute façon, tout marche, donc rien ne les arrête. Mais oui, c'est le tout des possibles. Et c'est comme, c'est comme l'administration qui met des choses en place et qui ensuite nous pose des décrets pour le valider. Oui, c'est ça. C'est pas le bon ordre des choses. Vous mettrez en place quand vous aurez posé des décrets, mais pas avant. C'est ça. Arrêtons le monde à l'envers. Mais tout ça pour revenir, les victoires sont belles quand même. L'administration, il ne faut pas se laisser faire. Si on veut faire des dons à l'assaut, c'est possible en allant sur le site. Si vous voulez avoir des conseils, c'est possible aussi en nous contactant par le site où vous trouverez le mail. Si vous avez quoi que ce soit, tout le monde peut adhérer. On a un tarif. Et ça a une compétence qui est nationale en fait. Vous pouvez avoir des gens de toute la France qui adhèrent à votre assaut.
Oui, exactement. Et les adhésions sont bienvenues parce que ça nous permet aussi, de pouvoir, établir du matériel, passer du temps à créer, on est en train de créer des tutos et on est en train de créer, des PowerPoint à diffuser, on peut aussi se déplacer à des endroits si les gens veulent organiser des réunions d'information, hein, sur certaines Oui, choses, ça peut être possible, sans problème. Et hem et le but et l'objectif principal, c'est de pouvoir aider les gens à s'autonomiser dans la gestion de leurs dossiers. C'est pas faire à leur place, hein, oui, c'est leur expliquer le fonctionnement et leur expliquer, comment se dépatouiller, si je me permets, tout seul, sans avoir à dépenser de l'argent avec un avocat ou aller automatiquement au tribunal comme on vous le propose en bas de chaque courrier avec un délai de 2 mois à me répondre. Comment déjà on peut s'en sortir soi-même? Parce que c'est possible. parfait. Est-ce que tu vois autre chose à dire aux personnes qui vont nous écouter? Bien sûr, qu'il faut tous s'aimer très, très fort parce que c'est avec beaucoup d'amour et de lumière qu'on y arrivera et que, c'est la différence, qui est aussi notre force et que c'est pas parce qu'un tel, on n'aime pas sa tronche qu'on peut pas ou qu'on n'aime pas son métier ou qu'on n'aime pas sa couleur politique ou qu'on n'aime pas, qu'il faut le rejeter d'office. Ça, c'est le jeu de notre adversaire, c'est pas le Oui, nôtre et faut resserrer les rangs et on a tous quelque chose à s'apporter, grâce à la différence. C'est en comprenant ce qu'on a en face de nous aussi qu'on arrive à faire valoir nos droits et à se respecter. Parce que c'est aussi se respecter que de faire valoir, nos droits et nos libertés. exactement. Mmh, Et qu'on exactement. prenne soin les uns des autres et qu'on prenne soin prenez soin de vos droits. C'est ça. Mais écoute, merci beaucoup Elsa. Donc, nous voulions toutes les 2 dédier, cette émission à nos À nos filleules, filleuls Roseline et Angélique, et Angélique, et puis plus généralement à toutes les victimes de donc on est nombreux, hein, on de a la tous crise été Covid. victimes en fait, voilà, de la crise Covid, mais surtout, aux personnes qui ont été touchées dans leur chair, qui ont perdu un proche, un ami, voilà, injecté, pas injecté, suspendu, pas suspendu. Voilà, Covid long, pas Covid long. on a une grosse pensée à tout le monde et c'était pour vraiment pour vous tous que qu'on a choisi de faire cette émission en donnant quelques éléments, voilà, de soutien. CADGEP, c'est une association qui peut aider ceux qui encore aujourd'hui se débattent dans le tas administratif, le truc incompréhensible ou complètement injuste ou illisible, enfin bon, bref, venir au secours des autres. Donc merci infiniment Elsa. Merci à vous tous, à l'équipe, à toi et ouais et merci à tous ceux qui nous donnent, la force et l'envie de continuer, parce que cette injustice, elle a que trop duré et Elle a que ça trop s'arrête duré, plus. ouais. C'est ça. Alors, au revoir à tout le monde et puis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir Elsa.